Et bon réveil à tous. Merci d'être là en ce 28 janvier 2018, 2019, 2000. Et oui, il y en a une qui rit en face. Et du coup, pour prévenir mon fou rire, mesdames, messieurs, excusez-moi ce matin, je dis n'importe quoi. Alors, on va reprendre à zéro. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, évocation de ces journées ô combien importantes pour la révolution algérienne et pour la guerre de libération. Il s'agit de cette grève générale qui aura duré du 28 janvier 57 au 4 du 28 janvier, je disais 57 au 4 février 57, donc de la même année. Une grève générale qui a donné toute sa légitimité au front et à l'armée de libération nationale, aux plus hautes instances mondiales. Et c'est cette internationalisation de la question algérienne qui aura coûté cher au colonialisme français. Donc ce matin, on évoquera le sujet avec un passionné d'histoire. Il s'agit de Mohamed Rebah. Et puis, nous continuerons de parler d'histoire, mais cette fois-ci histoire de la Finlande, d'histoire de la philosophie finlandaise en l'occurrence, avec un invité qui nous vient donc de ce pays, et puis également un auteur et mathématicien qui sont à l'honneur au niveau de la Bibliothèque nationale cette semaine dans un élan de dialogue interculturel. Ce matin, nous aurons le plaisir, mesdames, messieurs, également de recevoir un jeune créateur dans le domaine de la céramique, et j'ai nommé là Oussama Sellami. Voilà un petit peu l'essentiel de cette matinale, mesdames, messieurs. J'espère que les reportages également qui vont suivre vont vous convenir et puis que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Mais avant, voici un point météo avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Ladia. Ça va? Ça va, merci. Bien? Très bien, oui. Les fous rires ce matin, hein? On va fouiller. Mais vous résistez mieux que moi. Ah bah oui, il le faut. Moi, ils sont en face. Alors, ah bah oui. Je suis cachée. Ben voilà, on écoute un petit peu déjà des éclats. Mais ça fait du bien, ça donne du baume au cœur, du beau matin. Exactement. Voilà, mais à condition de pouvoir se retenir et de s'arrêter. Exact. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas vous contaminer, je voudrais quand même vous laisser nous donner les détails des nouvelles du ciel. Allons-y. Merci bien. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest. Ces nuages seront parfois denses, près des côtes ouest pouvant donner quelques pluies en matinée. Par contre, on aura de la brume sur les hauts plateaux de l'ouest, puis le ciel deviendra dégagé à peu nuageux tout au long de la journée. À noter quelques soulèvements de sable sur les hauts plateaux de l'ouest. Sur le centre et l'est, eh bien, le ciel restera le plus souvent nuageux, accompagné de quelques pluies. Ces pluies sont parfois assez marquées, mais en fin d'après-midi sur le centre-est et est du pays, et qui sont parfois sous forme d'averses orageuses et parfois aussi accompagnées d'orages et de grêles, et aussi quelques flocons de neige, mais en soirée, sur les hauteurs de l'extrême est, pouvant atteindre les 1000 mètres d'altitude. La moitié sud, excepté un temps dégagé à partiellement vallée sur les oasis et le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gard et le Tassili, avec deux fréquents soulèvements de sable sur le Nord-Sahara, les oasis et le Sahara oriental. L'après-midi, avec l'arrivée de la neige, eh bien, les températures vont chuter sensiblement, mais plus sur l'intérieur est, avec toutefois un minimum de 7 degrés du côté de Batna, 9 Sétif, 10 degrés à Djelfa, 12 Al Bayad, 14 degrés Tizi Ouzou, Annaba, 15 Alger, 17 Tlemcen, Mascara, Oran, 18 degrés à Biskra, 19 Gardaya, 22 Béchar, 23 Ilizi, Tamanrasset, Janet, 25 à Insalah, et enfin le maximum toujours à Borj Bedi Mokhtar et Ingzam avec 28 degrés. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe où quelques flocons de neige tourbillonneront autour d'Oslo, Helsinki, de la pluie prévue à Bordeaux ainsi qu'à Copenhague, Berlin, Varsovie, un temps nuageux à Bucarest, partiellement nuageux, Londres, Dublin, Paris également, Madrid, Lisbonne et Athènes. Le thermomètre indiquera moins 7 degrés à Helsinki, moins 3 à Oslo, 3 degrés Copenhague, Varsovie, 4 à Berlin et Prague, 2 degrés à Budapest,
11 Rome et Berne, 6 degrés à Paris, 8 Marseille, 13 Madrid, 15 à Lisbonne et enfin 16 degrés à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, mon ami. Et puis, bien sûr, temps enneigé et puis également pluvieux sur la plupart des régions nord du pays. Ben, la prudence est de rigueur. Exactement, la prudence est de rigueur sur les routes, mesdames, messieurs. Et justement, la prévention routière sera justement un des reportages, ou plutôt des sujets développés dans le point d'actualité qui va suivre et qui est présenté par Nejma Harash. Restez avec nous. D'accord, c'est les aléas du direct. Voilà, donc l'actualité, Radia. Ouverture aujourd'hui du Salon international de la sécurité routière à la SAFEX, au port maritime à Alger. Donc l'Algérie abritera jusqu'au 30 janvier au Palais des Expositions, le Salon international de la sécurité et de la prévention routière qui sera marqué par une participation qualitative d'acteurs nationaux et étrangers activant dans ce domaine. Donc plus de 40 participants seront présents à ce Salon international, dont des institutions nationales et étrangères, notamment la France et la Suède, activant dans le domaine de la sécurité routière. La ministre française de la Justice effectuera aujourd'hui une visite à la Direction générale de la modernisation de la justice à Belmourad Raïs et le tribunal de Dar el-Baïda. Pour rappel, une convention a été signée hier relative à l'extradition de criminels. Donc, elle a été signée hier avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh. Donc, la signature de cette convention intervient dans le cadre de la coopération entre les deux pays, l'Algérie et la France notamment, suite à l'entrée en vigueur en mai dernier de la nouvelle convention de la coopération judiciaire en matière pénale. Cette convention permettra une fluidité dans les échanges et une facilité dans la mise en œuvre de certaines demandes de l'extradition de criminels dans le respect des principes fondamentaux des deux pays. Toujours dans l'actualité, aujourd'hui est prévu un séminaire un séminaire de clôture de projet de jumelage entre le ministère de Solidarité nationale de la famille et de la condition féminine et l'Union européenne. Ça se passera à l'École nationale de la sécurité sociale à Benaknoun. Donc le séminaire sera organisé sous le thème appui ou renforcement, il a été organisé sous le thème appui ou renforcement des capacités du ministère de la Solidarité nationale dans sa stratégie globale en vue de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans les milieux professionnels. Donc cette rencontre entre dans le cadre du programme de soutien à la mise en œuvre de l'accord de partenariat avec l'Union européenne visant la mise en place d'une stratégie nationale relative, comme je disais, à l'insertion professionnelle des
handicapés. Aujourd'hui, commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat de Abdelhak Ben Hamouda. Donc ça s'est passé au siège il y a 22 ans de l'UGTA. Voilà. Activité ministérielle, le ministre des Moudjahidines Taïb Zitouni effectuera une tournée dans la wilaya d'Alger à l'occasion du 62e anniversaire de la grève des 8 jours à Tiaret. Le ministre de la Jeunesse et des Sports devra inspecter plusieurs projets et infrastructures relevant de son secteur, dont le complexe sportif Qaïd Ahmed, au chef-lieu de la wilaya, ayant fait l'objet de réflexions. Monsieur Hattab devra honorer à cette occasion la famille de l'ex-footballeur international du défunt Tahar Ben Farhat. Et puis, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a lancé un nouveau service via son site web permettant aux inscrits sur les listes électorales de connaître les centres et bureaux de vote dont ils relèvent, et ce, en prévision des prochaines échéances présidentielles prévues le 18 avril prochain. Lancé en même temps que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Ce service permettra de consulter toutes les informations relatives à la carte d'électeur, comme le numéro de la carte et le centre ou le bureau de vote. Donc le lien est le suivant, donc en minuscule, électeur.intérieur.gov.dz. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit Monsieur Rachid Rezli. Donc vous êtes commissaire principal au niveau de la DGSN, vous êtes sous-directeur chargé de la prévention routière. Donc aujourd'hui s'ouvre le Salon international de la prévention routière, même si les statistiques affichent une tendance baissière, mais l'Algérie continue d'enregistrer quand même un nombre important de victimes des accidents de la route, Monsieur Rezli. Tout à fait, donc bonjour. C'est vrai que les indicateurs d'insécurité sont toujours en baisse. C'est vrai qu'il reste encore des efforts à fournir de la part de l'ensemble des intervenants. Donc, si vous permettez, je vous donne quelques données statistiques en matière d'accidents que nous avons enregistrés au titre de l'année 2018. On constate l'ensemble des indicateurs en baisse. Donc, nous avons enregistré 15 211 accidents contre 15 335 en 2017. Cette année, en 2018, 17 948 blessés contre 18 112 et 693 contre 726. Donc, le nombre d'accidents a baissé de 124, le nombre de blessés de 164 et le nombre de personnes décédées est de 33. Donc, c'est des indicateurs qu'on arrive à maintenir durant, je dirais, durant les 5 dernières années. Nous avons pu arriver à la stabilité des indicateurs de l'insécurité routière, et ce malgré l'augmentation du parc automobile, malgré l'augmentation du nombre de détenteurs de permis de conduire et aussi malgré l'augmentation du réseau routier. Donc il y a une certaine maîtrise de la part des services de police en zone urbaine, et ce grâce aux efforts qui sont consentis par les unités opérationnelles qui, dans leur travail, dans leur exercice quotidien, se reposent sur le triptyque opérationnel qui est l'aspect répressif, dissuasif et préventif. Donc, et chaque action ne se fait pas au détriment de l'autre. Quand on parle de prévention, on doit parler de sensibilisation. Voilà, donc on parle de répression, ne se fait pas au détriment de la prévention et ainsi de suite. Très bien. Et à votre avis, quelles sont les raisons, Monsieur Rezli, de tout ce drame routier? Tout à fait. Donc la raison principale, c'est le facteur humain que l'on peut dire qui avoisine les 97%. Donc le facteur humain, c'est la raison principale de la survenance des accidents. Donc c'est pourquoi nous sensibilisons les personnes, et c'est pour ça aussi que nous réprimons aussi. Nous avons, dans ce cadre, au titre de l'année 2018, élaboré plus d'1 million d'amendes forfaitaires contre les contrevenants. Pourquoi? Pour la simple raison, notamment en direction des infractions qui sont génératrices d'accidents graves, à l'exemple des manœuvres dangereuses et d'autres. Et en général, ça se passe dans les milieux urbains ou Tout à fait, dans les milieux urbains. Et quand on parle de facteur humain, c'est pourquoi aussi, raison pour laquelle aussi on multiplie les actions de prévention pour un petit peu agir sur le comportement du citoyen. Tout à fait. Et en deuxième lieu, donc après le facteur humain, est-ce que c'est l'état des véhicules? On a l'état des véhicules, après c'est l'environnement.
C'est-à-dire l'environnement, c'est l'état des routes aussi? L'environnement, par exemple, quand on vient juste de sortir, on est en période hivernale. Paraît-il que c'est la période où on enregistre le plus d'accidents de la route. Notamment lorsqu'il y a la neige et le verglas, parce que le conducteur algérien, certains bien sûr, méconnaissent la conduite en période hivernale. Ils méconnaissent aussi la conduite dans la neige. Même les pneumatiques ne sont pas conçus pour conduire dans la neige et lorsqu'il y a le verglas. Donc c'est pour cela qu'on invite les citoyens, je saisis l'occasion, que lorsqu'il y a des neiges, qu'il y a de la neige, lorsqu'il y a un petit peu du verglas, il faut un petit peu réduire la mobilité, sauf en cas de nécessité. Parce que c'est une conduite très dangereuse et une méconnaissance des risques en matière d'accident. Réduire la vitesse aussi. Tout à fait. Donc le respect du code de la route est le seul salut pour faire réduire le nombre d'accidents. Très bien. Donc le code de la route, on en parle déjà. Alors beaucoup de changements, beaucoup de modifications. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2019, M. Razli? Bon, qu'est-ce qui est prévu, c'est qu'on attend, Inch'Allah, la mise en place du permis biométrique. Donc c'est le permis, ce qu'on appelle communément le permis à points. Donc c'est un permis qui va apporter une incidence beaucoup plus sur... parce qu'il a un aspect pédagogique et aussi répressif. Donc le conducteur lui-même devient comptable de ses points. Donc quand il devient comptable de ses points, donc il y a ça quelque part, il devient conscient de l'infraction. Quand il doit récupérer les points, c'est tout un système qui va être mis en branle. Donc le citoyen est directement impliqué dans la gestion de son permis de conduire et également il est conscient des infractions dont il a été auteur. D'ailleurs, beaucoup d'usagers ne sont pas pressés de l'avoir, M. Razli, vous savez. Et par rapport aux infractions, est-ce que vous ne pensez pas que sévir serait le meilleur moyen efficace pour lutter contre le terrorisme routier? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le triptyque opérationnel adopté par les services de police se repose sur 3 axes principaux, qui sont la répression. On a élaboré plus d'1 million d'amendes forfaitaires. Il y a aussi de la prévention et la dissuasion. Tout à fait. Donc, on travaille sur ces 3 axes pour toucher à l'ensemble des points du triangle qui est dissuasion, prévention et répression. Pourtant, ces actions sont menées depuis pas mal d'années, mais il n'y a pas beaucoup de résultats positifs enregistrés. À votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie, M. Razli? Non, les résultats, ils sont. Ils sont, mais ils commencent à être un petit peu palpables. On ne doit pas cesser de parler de prévention. Mais ça reste quand même très faible par rapport aux objectifs escomptés. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras et ne pas parler de prévention, de sensibilisation. Parce qu'on parle de facteur humain. Quand on parle de facteur humain, c'est l'objectif escompté, c'est de faire changer le comportement du conducteur, des chauffeurs. Maintenant, il faudra dire pourquoi est-ce qu'on fait de la vitesse. Donc, quelque part, il doit y avoir des approches socio-psychologiques. Parce que c'est une approche beaucoup plus sociale. Pourquoi on fait de la vitesse? Pourquoi on conduit mal? Pourquoi vous voyez, donc il y a certaines approches qui doivent être étudiées. Maintenant, l'accidentologie, c'est une science. Il y a même des laboratoires de sociologie, de psychologie, et ainsi de suite. Donc il faut que même la recherche universitaire doit s'impliquer dans la lutte contre les accidents. Donc la lutte contre les accidents, elle touche l'ensemble des partenaires. Ce n'est pas uniquement l'apanage des services de sécurité, mais c'est aussi l'implication de l'ensemble des intervenants, de l'ensemble des départements concernés, et aussi mettre à contribution la recherche scientifique et universitaire. C'est très important. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des laboratoires, il y a des informaticiens qui sont en mesure d'apporter des solutions algériennes. Il y a aussi des sociologues qui peuvent décortiquer le comportement, parce que des fois on se dit qu'il y a des comportements suicidaires quelque part. C'est vrai. Donc, notamment lorsqu'on parle des accidents, on parle aussi des jeunes qui conduisent les motocyclettes, où le nombre d'accidents des motocyclettes par rapport au nombre global, il est de 14%. Donc c'est cette frange aussi de conducteurs de motocyclettes qui nous inquiète. Et pourquoi nous inquiète? Parce que l'amour de la motocyclette, je parle des mauvais conducteurs, parce qu'il y en a qui sont, avec tous les respects qu'on a, il y a des professionnels qui nous aident aussi dans la prévention. Quand on parle de mauvais conducteurs de motocyclette, parce que l'amour de la motocyclette est quelque part annexé à l'adolescence. Donc, adolescent et aimer la motocyclette et ne pas respecter le code de la route, c'est quelque part un drame.
Tout à fait. Et en matière de partenariat, de coopération, qu'est-ce qui est fait justement à ce niveau? Donc la DGSN, d'abord, c'est une institution qui est ouverte à toutes les contributions. À chaque fois qu'on est sollicité, on intervient et on apporte notre contribution. Maintenant, l'ensemble des départements, c'est que tous les départements sont concernés. On arrive même maintenant à classer le problème des accidents de la circulation routière comme étant un problème de santé publique. Et quand on parle que c'est un problème de santé publique, donc tout le monde est concerné. Tout à fait. Et est-ce qu'en matière de sensibilisation, vous êtes d'accord pour choquer? Peut-être oui. Pour sensibiliser encore plus, pour toucher plus? On aimerait bien que choquer et déchoquer en même temps, parce que là, choquer, rester dans le choc, c'est un petit peu... Non, c'est qu'il faut frapper à travers les données statistiques, frapper les consciences et dire qu'il est temps de... Il faut interpeller tous les usagers à ce niveau. Mais, oui, d'accord, si vous permettez, donc l'investissement de la Sûreté nationale aussi, c'est qu'il se fait également sur les enfants. Parce qu'on prodigue ce que peut-être la plupart méconnaissent, c'est que nous prodiguons des cours de sécurité routière au niveau des établissements scolaires. Pour la simple raison qu'on sait que l'enfant, déjà on le prépare pour être un bon conducteur pour demain, et également pour un petit peu le protéger de l'environnement routier. Et d'autre part, on sait que les enfants ont un pouvoir sur leurs parents que des fois nous, on n'a pas. C'est qu'on leur donne des dépliants, lesquels dépliants, on invite les enfants à ne pas les laisser dans le véhicule des parents, pour la simple raison que peut-être que le papa ou la maman... ils peuvent dissuader. Et même on a conseillé même des enfants qui disent à leur papa ne faites pas de la vitesse s'il vous plaît. Donc il y a donc on touche à tout. Oui, tout à fait. Et peut-être, pourquoi pas ne pas impliquer des institutions, qu'elles soient étatiques ou privées, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, au sein de leur département, font des campagnes de sensibilisation à leurs travailleurs, comme ça a déjà été fait, par exemple, par Sonatrach dans le sud du pays. Donc, c'est des entreprises engagées, justement, pour sensibiliser les travailleurs. On le fait. On le fait avec certaines entreprises, ils nous sollicitent et on leur donne on leur fait des cours de sensibilisation. Donc on nous réitère encore notre demande pour que les gens se rapprochent de nous et qu'on met en contribution notre expertise en matière de sécurité routière. Donc nous avons des cadres bien formés, nous avons toute une expertise, nous avons des cadres qui sont aguerris en matière de sécurité et de prévention routière. Donc toute la contribution de la Direction générale de la Sûreté nationale est mise à contribution pour apporter un plus pour lutter contre l'insécurité routière. Très bien, Monsieur Rachid Rezli. Alors, on va décortiquer un petit peu qu'est-ce qui est prévu par la loi. Par exemple, en cas quand il n'y a pas de port de ceinture de sécurité, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Donc, la loi, c'est que quand le citoyen ne porte pas sa ceinture de sécurité, c'est qu'il y a une amende forfaitaire, également un retrait de permis de conduire. Mais on constate que maintenant, alhamdoulilah, les Algériens, nos chers citoyens, portent la ceinture de sécurité. Et on est exemple, même à l'étranger, dans certains pays voisins, on est cité comme exemple, on reconnaît l'Algérien par rapport au port de la ceinture de sécurité. Donc le conducteur algérien, tout compte fait, il est disposé, il est encore prêt. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que le nombre d'accidents ont baissé aussi, parce qu'il y a une contribution de la part des citoyens, et ce grâce aux efforts qui sont fournis par nos services. La ceinture de sécurité, c'était juste à titre d'exemple, pour voir à quel point les comportements ont changé, grâce probablement aux campagnes de sensibilisation, n'est-ce pas, Monsieur Rezli? Tout à fait. Oui. Mais en matière d'infraction, ce qui nous inquiète le plus, c'est la conduite, les manœuvres dangereuses. Donc les dépassements, les manœuvres dangereuses, donc c'est des manœuvres qui sont très accidentogènes et où nos services de police se montrent intransigeants. Et qu'en est-il des blessés? Il y a beaucoup de blessés? Tout à fait, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de familles qui vivent le drame, il y a beaucoup d'handicapés. Un accident peut-être, c'est vrai qu'on arrive sur place, on constate un accident, mais il faut voir aussi les conséquences d'un accident sur la famille. Tout à fait. Sur la personne elle-même, parce qu'il y a des jeunes, quand on voit des jeunes, par exemple, handicapés à 100%, à chaque jour on perd un médecin, chaque jour on perd un bon citoyen, chaque jour on perd un cadre, chaque jour. Donc il y a quelque part... Voilà. Oui, tout à fait, il y a une situation à dépasser. Donc, Monsieur Rezli, qu'est-ce qu'on attend de ce salon international qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 30
Tout à fait. Donc, janvier. Donc la Direction générale de la Sûreté nationale a tracé un plan et un objectif ambitieux en matière de lutte contre les accidents, en matière de prévention, notamment notre participation dans le salon international où la participation de la Direction générale est vraiment active. Nous avons d'ores et déjà lancé cette campagne de sensibilisation justement pour contribuer dans le cadre de la participation au salon international. On vient juste de sortir des rencontres régionales. Nous avons mené des rencontres régionales au niveau des 48 wilayas où nos responsables se sont déplacés justement pour en parler du problème des accidents et sensibiliser non seulement les citoyens mais aussi mettre à contribution le projet arrêté par la DGSN avec les cadres responsables chargés de la lutte contre les accidents de la circulation routière. Eh bien, Inch'Allah, il y aura beaucoup d'améliorations à ce niveau. L'occasion pour vous, Monsieur Rachid Rezli, d'adresser peut-être un message aux citoyens, aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Allez-y. Tout à fait. Donc, ce que je peux dire à nos chers citoyens, c'est de continuer ensemble, à travailler ensemble, parce que là, les accidents ont baissé, c'est grâce aux efforts aussi des conducteurs. Donc, il faut que chaque conducteur soit conscient qu'il peut contribuer à la baisse des accidents à travers le respect du code de la route. Et aussi, j'interpelle l'ensemble des consciences à conduire prudemment, notamment en cette période hivernale. Tout à fait. Alors, message lancé ce matin à partir de Bonjour d'Algérie. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes commissaire principal au niveau de la DGSN. Merci, Monsieur Rezli, d'avoir accepté notre invitation. C'était l'invité de la matinale. Voilà, Radia, c'est à vous. Merci, merci Nedjma. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir un haut lieu de culture et justement d'histoire. Il s'agit de la ville de Tlemcen, à travers notamment ses mosquées. C'est un voyage que vous propose tout de suite Sabrina Khlifi. La grande mosquée de Tlemcen, un joyau de l'architecture arabo-musulmane qui trône majestueusement au centre-ville, est certainement l'édifice religieux le plus visité par les touristes nationaux et étrangers. Elle a été construite en 1136 par Ali Ben Youssef, calife de la dynastie des Almoravides, et son minaret en 1236 par le sultan ziyanide Eromrasen ibn Ziyan. Elle est construite en pierre, briques et plâtre. Le décor architectural comporte marbre, plâtre sculpté, céramique et bois. L'architecture de la grande mosquée de Tlemcen est mise en valeur par les nombreux arcs pleins, cintrés, entrepassés, brisés, particulièrement ornés au niveau de la zone du mihrab, lequel est magnifié par une nef plus large, ponctuée de 2 magnifiques coupoles. Il comporte 8 cercles en bois de cèdre revêtus de cuivre, se superposant en longueur décroissante et comportant une multitude de lampes. La mosquée comporte aussi une cour carrée de 20 mètres de côté. Elle comporte une vasque servant aux ablutions en onyx translucide et carrelée avec de larges dalles en marbre. La grande mosquée de Tlemcen est aux côtés de la grande mosquée d'Alger et de la grande mosquée de Nodroma, les seuls monuments de la dynastie almoravide subsistant de nos jours en Algérie. Avec plaisir. Et voilà, nous retrouvons tout de suite, mesdames, messieurs, nos invités suivants qui sont un peu ambassadeurs finlandais sur ce plateau de Bonjour d'Algérie, puisqu'ils vont parler un petit peu de la culture finlandaise, mais aussi de la philosophie finlandaise et des mathématiques également. On va donc tout de suite les présenter. Bienvenue à Tarmo Kounas. Merci. Vous êtes universitaire, chercheur en histoire et puis philosophe, considéré comme tel dans votre pays. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Vous vous intéressez de très près à la philosophie de votre pays, donc d'origine, la Finlande. Je suis bien sûr spécialiste de la philosophie européenne, mais j'avais la chance de connaître personnellement M. Mohamed Arkoun. Il a été chez moi à plusieurs reprises en Finlande
Et nous avons même fait du vélo avec lui. Ah bah ça tombe très bien, puisque tout à l'heure nous allons parler également de d'Arkoun dans un petit moment, puisqu'il y a eu une rencontre qui lui rendait hommage du côté de Tizi Ouzou. Mais avant, j'ai plaisir également à recevoir ce matin Pekonen Osmo, donc vous êtes également universitaire, et puis voilà, dont auteur et mathématicien, je dirais. Oui, historien. J'ai plusieurs vocations, j'ai plusieurs cordes à mon violon. Vous n'êtes pas le seul, vous êtes tous les deux pareils, donc sur ce plan-là. Donc, et vous allez surtout être autour de la même table aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale d'Algérie. Ce sera une rencontre donc qui permettra un petit peu d'asseoir une certaine, comment dire, un certain dialogue interculturel, puisqu'on va entrer de plein pied dans la culture finlandaise aujourd'hui. Et c'est important parce que l'Europe du Nord a été un peu oubliée dans ses rapports arabo-européens. Donc oui, c'est une nouvelle perspective, pour ainsi dire, le point de vue finlandais sur un penseur islamique. Oui, donc, et c'est vrai que vous êtes au nord, on a plus tendance à avoir des rapports directs avec ce pays, donc qui est la France, qui est un petit peu, qui a une histoire, donc avec l'Algérie, qui est très très intense. J'ose dire que nous voyons l'Algérie, le Maghrébin, peut-être avec plus d'innocence que les pays colonisateurs européens. Oui, donc, Monsieur Tarmoukounas, que connaissez-vous de la pensée algérienne, des philosophes algériens? Je ne connais pas beaucoup, mais je connais très bien la pensée de Mohamed Arkoun, que j'admire, avec laquelle je sympathise. C'est un penseur très courageux. Il a la possibilité de nous faire comprendre vraiment l'essence, non seulement de l'islam, mais de la formation de toutes les religions. C'est un analyste qui a aussi un esprit de synthèse extraordinaire. En tant que personne, il avait une belle parole, et puis il avait un extraordinaire sens d'humour, tout à fait maghrébin. J'ai l'impression que le sens de l'humour ne manquera pas aujourd'hui à la table ronde. Espérons-le. Je pense que vous en avez énormément, donc également. Et vous allez donc aujourd'hui, lors de ce débat qui sera engagé au niveau de la Bibliothèque nationale algérienne, vous allez certainement approfondir un petit peu les connaissances de votre auditoire autour de la philosophie, de la pensée finlandaise. Ou européenne, certainement. Parce que Arkoun, tout de même, évidemment qu'il était maghrébin, il était algérien, il était berbère, mais comme homme de culture, il avait tout de même une formation aussi très française. Et je suis un peu le spécialiste de la culture française, donc je découvre à travers d'Arkoun aussi un peu la France intellectuelle de la fin du XXe siècle. Je pense que les propos de la journaliste qui a suivi la rencontre, justement, qui a mis à l'honneur ce penseur algérien, Mohamed Arkoun, à Tizi Ouzou, Badia Amarni, va nous en dire davantage dans ce reportage. C'est en présence d'imminents chercheurs, de ses amis et de sa famille qu'a eu lieu cet hommage à Mohamed Arkoun, écrivain, penseur, islamologue et philosophe algérien. كان من المفكرين ومن المثقفين ذو سمعة عالمية. هو أكاديمي وأستاذ في جامعة السوربون ومدرس ومحاضر في جامعات عالمية. ونأمل أن الطلبة والجامعيين أن يستحوذوا على هذا الفكر لأنه في طريق التنوير. Ce colloque international était une occasion d'évoquer son œuvre et tout ce qu'il a entrepris. Je suis très heureuse d'être ici à Tizi Ouzou. C'est un grand honneur pour moi et c'est beaucoup d'émotions parce que c'est la région où est né mon père. C'est un lieu qu'il a gardé dans son cœur toute sa vie. C'est ce que j'ai expliqué ce matin pendant ma conférence. Et c'est un plaisir aussi de venir ici parler de mon livre dans lequel j'ai essayé de retracer la vie de mon père dans sa multiplicité, dans son côté foisonnant, dans toutes les émotions et
son histoire complexe entre la France et l'Algérie. قد القديشه كيفاش سنر تجميلت وباش نسمكتي تكتيوين افايديك خدم افايديك قداش الحياه ناس نغدي الباركور ناس سيونتيفيك ادفكن ثمغلين ادفكن pour nous éclairer pour dépoussiérer la pensée de Harkounian les enjeux de son œuvre. Son savoir et sa pensée ont dépassé les frontières algériennes. Ses ouvrages sont écrits dans la langue arabe, française et anglaise et ont été traduits dans plusieurs autres langues. Donc la langue du dialogue de cette matinée, donc Monsieur Pekonen, excusez-moi d'écorcher votre nom, sera la langue française, donc qui vous unira un petit peu à votre auditoire. Et je pense que vous êtes à l'origine un petit peu de cette rencontre. C'est vrai. Je suis pour la deuxième fois en Algérie dans ce cadre. C'est notre ambassade qui a organisé cette rencontre. Nous sommes tous les deux des hommes de dialogue, pour ainsi dire. Nous avons l'honneur d'avoir un grand ami arabe. Pour mon camarade, c'est Mohamed Harkoun. Pour moi, c'est Ami Malouf, le grand romancier oui. Libanais. Et je vais évoquer aujourd'hui la collaboration, j'ai même utilisé le titre, la belle collaboration de Ami Malouf avec une compositrice finlandaise du nom Kaija Saariaho. Oui. Ensemble, cette dame finlandaise et ce monsieur libanais ont créé 3 opéras. Très bien. Dont je vais parler aujourd'hui. Très bien. Des opéras donc, qui sont certainement, qui font la jonction entre les différentes religions, certainement comme le font les écrits d'Amin Malouf en général. Ces romans sont vraiment ces traits d'union dont on a besoin aujourd'hui entre l'Occident et l'Orient. Oui, comme il a dit dans sa leçon inaugurale à l'Académie française. Léon l'Africain, le premier roman, qui a uni un petit peu l'humanité autour justement Par ailleurs, de ce dialogue. C'est bien moi, enfin, oui. Qui a persuadé les éditeurs que c'est le moment oui. de faire traduire Ami Malouf en finnois et le faire publier. Il y a longtemps déjà, il est maintenant très connu chez nous aussi. Et surtout grâce à ces opéras composés par une femme finlandaise, Kaija Saariaho. Très bien. Ces opéras ont déjà eu lieu ou sont-ils en cours d'élaboration? Oui, mais ils rayonnent dans le monde entier, que ce soit dans le Metropolitan Opera à New York. Et maintenant que Algérie possède une toute nouvelle maison d'opéra, c'est un peu mon idée qu'on pourrait faire venir ces opéras finlandais ou finlandais arabes en Algérie. Ah bah ce serait formidable d'avoir une telle initiative et de découvrir Amin Malouf autrement à travers justement une œuvre lyrique. Et vous vous êtes intéressé à cet auteur depuis longtemps? Oui, parce que j'ai l'honneur de l'avoir reçu en Finlande, rencontré en Finlande, et même j'ai écrit à notre président de la République afin qu'il puisse avoir une décoration finlandaise pour avoir contribué quand même le livret de 3 opéras de notre culture. En langue française, par ailleurs. Oui. Ce sont des opéras en langue française. Oui, c'est vrai que c'est sa langue de prédilection. Donc, il écrit dans cette langue. Et c'est vrai que ça a un petit peu amené, comment dire, un lectorat beaucoup plus intéressant par rapport à la démarche qu'il développe autour du dialogue interculturel. C'est-à-dire, il est issu d'Orient, il écrit pour l'Occident et pour l'Orient en même temps. C'est ce que vous essayez peut-être de faire aujourd'hui, c'est ce que vous essayerez de réfléchir peut-être ce matin ensemble autour justement de cette fusion Occident-Orient? Évidemment, mais c'est d'une façon permanente, présente cette réflexion avec Mohamed Harkoun, qui avait tout de même une formation non seulement algérienne, mais encore parisienne. Oui. Vous avez étudié à Paris également. Vous connaissez très bien. C'était magnifique entre nous de parler sur la culture méditerranée, parler sur la culture de la mer Baltique, trouver des parallélismes, trouver des différences. C'était enrichissant pour tous les deux. Qu'est-ce qui nous unit le plus? Vous parlez justement de parallélisme. Mais c'est votre parole, c'est votre rire, c'est votre œil artistique, c'est votre œil psychologique. D'accord. Vous pensez que l'Algérien... C'est aussi la chaleur humaine oui. et le soleil. C'est vrai. Un Égyptien un jour m'avait dit
qu'il y avait matière à discuter à tous les niveaux justement de la société algérienne, que ce soit le simple chauffeur de taxi ou le commerçant, il y a toujours matière à développer de l'idée. Oui. Est-ce que vous l'avez senti en visitant Alger? Oui, absolument, absolument. Oui. Est-ce que vous partagez cette idée? Nous croyons à la polyphonie universelle où chaque peuple, qu'il soit grand comme l'Algérie ou plutôt petit comme la Finlande, ait son voix et sa voix. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dites-moi, Monsieur Pekonen Osmo, vous êtes un peu spécialisé en mathématiques aussi, vous êtes chercheur en mathématiques et pas seulement la philosophie. Et est-ce que vous vous êtes également intéressé à l'apport des mathématiciens arabes dans la culture universelle? Oui, bien sûr. Quand même, nous utilisons les chiffres arabes que les Arabes ont transmis en Europe et surtout le chiffre 0. Oui. Sans le 0, on n'aurait pas les mathématiques. Oui. Par ailleurs, à l'an 2000, c'était l'année internationale de mathématiques et j'avais pris l'initiative d'organiser une grande célébration du chiffre 0 à Alhambra, en Espagne. J'avais réuni de nombreux mathématiciens arabes sous le cadre de l'UNESCO à Alhambra et on a c'est très bien, c'est un organisé lieu de une rencontre culture autour du 0. Autour du 0, c'est vrai qu'on a tendance à négliger ce petit chiffre, mais qui a son importance dans les mathématiques et son poids. Paraît-il que le mot même chiffre, c'est un mot arabe. Sefr. Voilà, poussière, oui. Je crois, presque rien. Sefr, le 0, c'est l'équivalent du 0, c'est sefr en arabe. Et oui, donc ça ressemble effectivement à un chiffre. Oui, c'est l'origine du mot. Ça ressemble énormément. Sinon, un des opéras de Ami Malouf, dont je vais parler à un thème mathématique, tout un petit lien, c'est l'histoire de Émilie du Châtelet, qui était la première femme pionnière en mathématiques, une Française du XVIIIe siècle. Et comme il y a une compositrice féminine de cet opéra, elle s'est intéressée à une autre pionnière, compositrice et mathématicienne. Ça va bien ensemble. Ça va très bien ensemble, effectivement. Mais sinon, est-ce qu'on peut rappeler, messieurs, l'intitulé de votre conférence ce matin ou de ce débat autour de l'histoire de la philosophie finlandaise? Européenne. Et européenne, bien sûr. Donc, mon exposé s'intitule Un point de vue nordique sur le penseur algérien Mohamed Harkoun. Très bien. C'est un portrait. Oui. Je parle évidemment aussi de nos dialogues en France et en Finlande, de notre amitié, mais il y a aussi une analyse philosophique sur le fond de la pensée de Mohamed Harkoun. Très bien. Si vous deviez situer cette pensée par rapport à la pensée universelle, qu'est-ce qui vous a le plus attiré, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette démarche philosophique? Je pense que Mohamed Harkoun est intéressant parce qu'il est aussi parfois critique envers quelques interprétations du Coran, mais en même temps, étant critique, il comprend très bien la valeur humaine, culturelle, thérapeutique de la religion, de toutes les religions. Donc il a toutes les religions aussi en estime. En même temps, il les analyse en tant que chercheur, on pourrait dire presque en tant qu'homme de science. C'est vrai, et il est important aussi de se positionner par rapport à ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire, même si on a sa propre culture, ça donne un ancrage, effectivement, mais c'est ce qui nous positionne par rapport aux autres cultures et aux autres pensées universelles. Oui, je pense qu'il faut prendre le phénomène religieux au sérieux. Et que cette dimension de religion est un peu négligée par les intellectuels européens. Et Harkoun est donc un bel exemple de cette synthèse. Pour lui, comprendre un miracle fait partie de l'intelligence, de la raison. Oui. C'est vrai, comprendre un miracle, c'est en comprendre la vie comme miracle, voilà. Pas n'importe quel miracle, mais la vie comme miracle. C'est quelque part une leçon de vie aussi. Le miracle répond aussi à un besoin humain, j'imagine, qui va nous conduire à une connaissance des besoins humains. Absolument. Oui. C'est vrai qu'il s'est intéressé de très près aux religions, un petit peu comme Amin Malouf, donc autre personnage justement qui vous a, intéressé et qui lui parle beaucoup de religion dans ses romans. Oui, tout à fait. Alors,
C'est un homme constructeur de ponts et de passerelles entre les civilisations, entre les religions, et qui veut créer ce qu'il appelle des mythes positifs. Il veut faire ressusciter des personnages comme un Léo africain, qui était un arabe, qui était devenu bibliothécaire du pape à Rome, c'est-à-dire des personnages qui ont déjà traversé les cultures, les frontières, qui sont parfois tout simplement la mer Méditerranée, en passant d'une rive à l'autre. C'est un beau travail dans ces romans et maintenant aussi dans ces opéras avec une compositrice finlandaise du nom Kaija Saariaho. Est-ce que la religion, quel est le regard justement finlandais porté sur la religion de manière générale, la religion musulmane, la place de l'islam en Finlande, dites-moi? Mais il y a bien sûr aussi des préjugés à l'égard de l'islam. Il y a certains médias européens qui donnent une image un peu unidimensionnelle de l'islam, et c'est pour ça que nous sommes là, pour créer et continuer ce dialogue avec Arkoun. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans les différentes capitales européennes. Il y a cette interrogation par rapport à la religion musulmane et aussi par rapport à ce qui est développé dans les médias. Effectivement. Je crois que l'islam a gardé mieux qu'un certain christianisme européen, certaines valeurs universelles de l'âge classique. Je pense par exemple au mépris des valeurs grossièrement matérialistes, au l'idéal de la fidélité, l'amitié. Je crois que c'est plus développé dans l'islam que chez nous. Oui. Développé dans l'islam, mais oublié par certains musulmans, hélas, et c'est ce qui ternit un petit peu cette image à travers le monde. Qu'en pensez-vous? En Finlande, nous sommes très marqués par la pensée d'un moine du XVIe siècle, Martin Luther, un moine allemand qui était un moine augustin. Mais ça nous renvoie à Saint-Augustin, un berbère qui est sorti de ce pays. Donc on a le sentiment avec mon camarade qu'on est un peu en pèlerinage sur les traces de Saint-Augustin aussi. Nous sommes des berbères potentiels. Nous sommes des berbères potentiels. Il faudrait peut-être organiser justement un périple autour des différentes escales et ça vous permettra de découvrir des régions qui sont très belles. En l'occurrence, Socarrás, où il y avait cette université fréquentée par justement Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone à l'époque. Oui. Donc il y a une très belle bibliothèque, de très beaux sites archéologiques à visiter, en tout cas. Je crois qu'en Finlande, nous sommes vraiment un peu conditionnés par la pensée de Saint-Augustin, à tel point ça a pénétré notre culture luthérienne et finlandaise. Il ne faut pas oublier que les 1001 nuits était ma lecture favorite quand j'étais enfant. Ah, très bien. Et j'ai mangé aussi de halva. Oui. En enfance. Très bien. Et très bientôt après, j'ai découvert le couscous. Et peut-être que je suis le premier Finlandais pour avoir préparé un couscous en Finlande. Et vraiment... Déjà très longtemps. Donc les ingrédients sont là. Vous êtes vraiment berbère dans l'âme, on le sent maintenant. Mais on est dans un état d'innocence. Non, mais tant mieux. Il n'y a pas mieux que l'innocence, en tout cas dans la vie. On la recherche, cette innocence. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, messieurs, sur ce plateau de Bonjour d'Algérie. Je sais qu'une rencontre vous attend, donc c'est imminent, c'est à 10h. À partir de 10h, vous serez donc à la Bibliothèque nationale. Donc j'espère qu'ils seront nombreux à vous rejoindre et à partager justement cet échange que vous allez amorcer lors de cette rencontre. Un dernier mot vous revient tous les deux. Alors vous allez, j'espère que vous passerez en tout cas un bon séjour en Algérie et que vous mangerez des mets traditionnels algériens et berbères, pourquoi pas. Merci. Voilà. C'était donc, mesdames, messieurs, monsieur Tarmo Kunnas, historien de la philosophie finlandaise, donc spécialiste de la philosophie finlandaise et auteur de plusieurs ouvrages autour de la question. Et puis, monsieur Pekonen Osmo, donc à l'origine de cette initiative. Et vous êtes également auteur et mathématicien. Bienvenue encore une fois à tous les deux en Algérie. Merci beaucoup, madame. Passez un excellent séjour et bon courage pour la rencontre.
Merci. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous continuerons donc de parler d'histoire également, mais cette fois-ci de l'histoire de notre pays. Avant cela et avant de rencontrer notre invité suivant, je vous invite à apprécier ce reportage, ou plutôt portrait, de Monsieur Benouda Barjab, un des militants de la première heure, justement, dont nous décrit justement le parcours Amel Bouaqba. Restez avec nous. Au centre-ville de Tlemcen, l'avenue Benouda Ben Zerjeb. Elle porte le nom du premier médecin martyr de la révolution algérienne. Un lieu hautement symbolique qui nous replonge 62 ans en arrière. C'est ici que se trouve toujours le cabinet médical dans lequel le docteur Benouda Ben Zerjeb a exercé durant la période coloniale avant d'être assassiné par l'armée française le lundi 16 janvier 1956. Le parcours remarquable de ce médecin et son engagement au sein de l'ALN a été retracé par Belhassan Bali, moudjahid et écrivain dans cet ouvrage. Il s'agit du premier livre consacré à ce médecin martyr. Il avait un cabinet de médecine, il avait une voiture, il avait une villa, il avait tout ce qu'il faut. Il soignait les malades, les pauvres malades pour rien. Il a laissé tout pour participer à une cause juste. Vous l'avez connu personnellement ? Personnellement, non. Je le voyais passer, voir le colonel Lotfi lui remettre des paquets. Après ça, moi, j'ai su que c'était le docteur qui venait nous voir, nous ramener des médicaments et puis nous soigner des blessés. Témoin et acteur en même temps de la révolution algérienne, Belhassan Bali a tenu à mettre en avant la forte mobilisation populaire provoquée à Tlemcen par l'assassinat du docteur Benouda Ben Zerjeb. En tant que fidèle et au commandos, au début c'était très difficile pour nous de recruter un nouveau fidèle ou un nouveau moujahid. Mais après la mort du docteur Ben Zerjeb, le peuple s'est tous mobilisé. Chacun voulait, gagner le maquis, si on veut dire se venger. Le seul médecin qu'on avait sur Tlemcen qui soignait les pauvres pour rien a été exécuté par l'armée française. D'ailleurs, la première manifestation en Algérie s'est déroulée à Tlemcen le 17, le 18 et le 19 janvier 1956. Après le jour de la mort, de l'exécution du docteur Ben Zerjeb. Voilà les journaux qui le prouvent. L'auteur s'est basé sur des documents d'archives et des témoignages, dont ceux fournis par Reda Ben Mansour, neveu du médecin martyr. Des témoignages de ma grand-mère déjà, des gens des membres de ma famille qui ont assisté à l'événement lui-même, donc à l'arrestation du docteur. Ce qu'il faut dire, c'est que mon oncle a milité avant le déclenchement du 1er novembre. Il était déjà militant pour la cause nationale. Pendant ses études à Paris, ses études de médecine, il était déjà président de l'Union générale des étudiants algériens à Paris. Et installé à Tlemcen au niveau de son cabinet en 1948, donc il a commencé à militer avec le mouvement nationaliste algérien. Mais il a évité d'activer à Tlemcen-ville. Donc toute son activité était faite en dehors de la ville. Et avant le déclenchement du 1er novembre, il se rendait très souvent à Oran, où il se réunissait avec les responsables de la révolution de l'époque, Ben Mehdi, etc. Donc il a été un des préparateurs du 1er novembre. Il a tenu à apporter des témoignages sur la torture exercée par l'armée coloniale sur son oncle, ayant entraîné sa mort. Le docteur a été arrêté le 15 janvier au matin dans son cabinet. Et le 16 au matin, la police était venue avertir ma grand-mère que le docteur était mort, a été décédé. Et le jour même, un article du journal L'Écho d'Oran a sorti comme quoi le docteur a été abattu parce qu'il a essayé de s'enfuir. Donc il a été abattu de plusieurs balles dans le dos. Cette version-là arrangeait trop les Français. Donc nous, on pense, d'après certains témoignages, il a été torturé. Il est mort sous la torture. Le docteur Kara, qui a assisté à l'autopsie,
et qui a répondu à une interview à la télévision algérienne en 1994. Et il a témoigné comme quoi les blessures par balle qui étaient présentes dans le dos, au dos du médecin, c'était des blessures de balles tirées sur un cadavre. Cet ouvrage ressuscite la mémoire de ce médecin shahid et rend hommage à son parcours révolutionnaire. Le docteur a fréquenté donc il partait pratiquement 2-3 jours par semaine au maquis pour alimenter le maquis en médicaments, pour former des infirmiers et pour soigner des malades. Donc il connaissait tous les responsables, du maquis, il connaissait tous les lieux. Mais personne n'a été inquiété après sa mort. Personne. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Malgré la torture. Ce livre est donc une manière de rétablir la vérité, un devoir de mémoire envers les générations futures sur ce médecin martyr qui n'a pas hésité à offrir sa vie pour l'indépendance de l'Algérie. Et oui, le médecin du peuple mérite tous les hommages ainsi que tous les martyrs de notre révolution. Et certainement que notre invité aujourd'hui, Mohamed El-Bah en l'occurrence, passionné d'histoire, va certainement nous en dire un mot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, Ben Zerdjeb, donc Ben Aouda était le médecin du peuple, on disait. On l'appelait le médecin des pauvres. Et effectivement, comme cela a été dit lors du reportage, il s'est mis au service de la nation, Tout à fait. Et il a donné sa vie pour que vive l'Algérie. Comme d'autres qui plus tard, c'est une année après, lors de la bataille d'Alger, au fond, c'est un terme impropre. C'est une grande répression décidée par le gouvernement français. Et au cœur de cette répression, il y avait la torture. Et c'est vrai que le gouverneur général de l'époque, Robert Lacoste, avait donné carte blanche aux parachutistes du général Massu pour sévir donc, et démanteler justement cette pyramide construite par le Front de Libération Nationale. Oui, parce que leur objectif, c'était de détruire la zone autonome d'Alger, qui avait été instituée lors du congrès de la Soumam, le 20 août 1956, et qui était dirigé par l'Arbi Ben Mehdi, branche militaire, et Ben Youssef Ben Khedda, branche politique. Et c'est vrai que les crimes de cette époque ont été maquillés à l'image de ce crime perpétré contre le docteur Ben Zerdjeb. Donc, ce crime a été maquillé autant que l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi, leader justement de l'époque lors de cette... Oui, il faut dire que le gouvernement français, parce qu'il faut parler du gouvernement français, l'armée française n'a été qu'un bras. Le gouvernement français s'était réuni au début janvier. Il y avait eu d'abord une rencontre tête-à-tête entre Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, et Guy Mollet pour mettre au point ce système répressif. Ensuite, il y a eu un conseil restreint le 4 janvier, et c'est là où ils ont décidé de faire appel, de donner la responsabilité pour charger Massu des pouvoirs de police et militaire. Tout à fait. Et il a été nommé le 7 janvier. Et son premier acte répressif, ça a été le 8 janvier, le lendemain, une rafle monstre à la Casbah. Parce qu'il faut dire que la population musulmane algérienne exploitée, humiliée par le colonialisme, habitait à Alger, en particulier à la Casbah, et dans les bidonvilles environnants. Il y avait 70 000 Algériens musulmans à la Casbah,
Et sur 360 000 habitants à Algerville. Algerville, il y avait 360 000. Hein. Oui. Il y avait disons, près de 600 000 dans l'agglomération algéroise, avec Maison Carrée, Hussein D. Et ils ont quadrillé Alger. 4 parties. Chaque partie dirigée par un régiment de parachutistes. Absolument. Par exemple, le Bouzarea, la partie Bouzarea, Saint-Eugène, Pointe-Pescade, et le Billard, c'était le 3e RPC du colonel Bijard. Bijard aussi, qui avait oui, tristement connu pour la torture et pour avoir institué ce qu'on appelle les cadavres crevettes, c'est-à-dire qu'il mettait les pieds dans du ciment et il jetait les suspects, parce que c'était des suspects au fond. Ils ont lutté contre toute la population musulmane, toute la population algérienne. C'était un système de terreur institutionnalisé. Et au cœur, encore une fois, la torture morale et torture physique. Et puis, on citait tout à l'heure la Ibn Mehdi Allah yarhamou, lui-même avait répondu justement à ces geôliers lorsqu'ils l'ont interrogé. Voilà, vous êtes là, vous êtes le leader de cette résistance et vous êtes capturé. Fini donc la guerre, on va mettre fin à cette révolution, à cette justement guerre de libération. Il leur a répondu que non, que c'était maintenant. Il leur a dit, c'est à présent que vous allez perdre la guerre. Oui. Donc, et justement, il y a eu tout à l'heure des images qui défilaient pendant que vous parliez, Monsieur Mohamed El-Bah, des images de ces magasins fermés, donc de cette grève des 8 jours qui a eu aussi son impact justement sur le colonialisme de l'époque, qui croyait avoir ma mise sur les militants et sur la révolution. Oui, la première décision prise, la première décision importante de la zone autonome d'Alger, c'est justement le lancement d'une grève de 8 jours pendant que la session de l'ONU où allait être discutée la question algérienne. Les délégués du FLN avaient déposé un mémoire et ils étaient appuyés par le groupe afro-asiatique et ils allaient donc, la question algérienne allait passer. Il fallait, comme le dit l'appel lancé par le FLN, la proclamation, le 1er janvier, qui a été diffusé par la voix de l'Algérie libre et indépendante. Et il fallait que le peuple algérien exploité exprime sa volonté d'indépendance. Et il l'a exprimé. Même si on dit que ça a été brisé, parce qu'il faut dire, il faut se mettre dans le contexte. Il y avait 10 000 hommes au service de Massu, 5 000 parachutistes. Il y avait des locaux de torture partout. Il y a des locaux qui sont connus, comme la Villa Cézini, comme la caserne, la Bouzarea, et d'autres encore comme l'école Saroui. Mais après, ça s'est même généralisé, puisque le stade du 20 août, par exemple, a été le réceptacle de tous ces Algériens amassés donc, dans cet espace. Oui, il y avait les 2 stades. Oui, pardon. Le 20 août, le stade municipal à l'époque, et qui était un lieu de torture où on torturait. Il y avait une piscine et la torture était exercée. Et les cris s'entendaient dans les quartiers avoisinants. Et ils ont quadrillé et ils avaient mis en place deux systèmes, 2 dispositifs. Le dispositif de protection urbaine, c'est avec le colonel Trinquier, qui avait fiché toute la population. Il y avait ce qu'on appelle des fiches roses. Et il fallait, même lorsqu'il y avait un invité, aller le déclarer
à la police, à la caserne. Et il y avait ils ont mis en place un système de mouchards. Tous les délinquants qui étaient en prison, ils les ont sortis et ils leur ont donné, évidemment, en échange de leur liberté, et aussi ils leur donnaient un pécule. Il y avait le système de mouchardage, ce qui fait que la suspicion, et il y avait particulièrement pour la torture, le dispositif opération, les DOP, et de protection. Là, c'était étudié. La torture était étudiée, les tâches étaient réparties. Celui qui frappait, celui qui mettait la tête du supplicié dans la baignoire, l'électricité, c'est bien étudié. Et ça ne s'est pas passé uniquement, la grève n'a pas eu lieu uniquement à Alger, parce que c'était le chef-lieu de la colonie. Il y avait tous les journalistes, c'est là où c'est une caisse de résonance. Voilà, mais c'était un peu partout. Et la torture était partout. Mais il faut dire que... Et là, il y a des séquelles. En tout cas, vous parlez justement de caisse de résonance. C'est justement, ces 8 jours ont été très utiles à la Révolution et au FLN pour justement accéder à cette légitimité donnée par le peuple algérien, d'autant plus que c'était une mise à nu du colonialisme, son vrai visage. Oui, le vrai visage du colonialisme, c'est le racisme. Et là, les militaires français, aussi bien professionnels que du contingent, avaient été pétris dans le racisme. À l'école française, comme on disait à l'époque en métropole, on apprenait, on disait aux Français, vous êtes les meilleurs. Et ils considéraient les Algériens comme des êtres inférieurs, des non-êtres. Et il y avait des termes comme bico, comme raton, comme... Donc, quand ils avaient un suspect, ils parlent de suspect parce que ils n'avaient pas encore déterminé que c'était un combattant. Parce qu'il n'y avait pas toujours des preuves. Voilà. Donc, tous les Algériens étaient suspects. Et ils voulaient garder l'Algérie dans la République française avec ces méthodes-là. Ils pensaient que le FLN était isolé, qu'il fallait gagner la population, mais la gagner en la terrorisant, parce que leur idée aussi, c'est que l'arabe ne connaît que la force. Voilà, alors on lui montre la force, il se soumet, et c'est la servitude qui continue. Et là, il ne faut pas oublier de parler de la torture, qui était une arme de guerre pour eux. Et beaucoup de martyrs ont succombé pendant ces 8 jours, effectivement. Il y a eu 3000, on donne ce chiffre-là, 3000 disparus. Et c'est un petit peu cette répression massive qui a conduit par la suite au démantèlement du réseau et aussi à l'arrestation des leaders et militants principaux, à l'image de l'Abbé Ben Mehdi, qui a été arrêté la même année, en février, un peu plus tard. Mais malgré cela, ils pensaient qu'ils allaient arrêter la guerre de libération. Et malgré cela, la durée, d'autres sont sortis de l'ombre, comme on dit. Le peuple ils ont remplacé les L'Abbé Ben Mehdi, ils ont remplacé Boumendjel, ils ont remplacé. Et il faut pas oublier que dans la population européenne, toute la population européenne n'était pas, disons, contre. Il y avait des Algériens d'origine européenne qui étaient dans le combat. Henri Alleg, entre autres, avait subi cette torture pendant justement cette période Maurice de la bataille d'Alger. Qui est connu maintenant, même le président de la République française a reconnu qu'il est mort sous la torture ou bien assassiné, mais alors qu'il disait qu'il s'était évadé. Et là, il faut parler d'eux. C'était une infime minorité. Oui, mais il faut leur rendre hommage. Mais qui avait son poids dans la lutte. Oui,
Oui, c'est pour cela La qu'ils se plume sont d'Henri acharnés. Alleg avait beaucoup aidé à l'internationalisation de la question algérienne, entre autres. Oui, son livre qui est sorti en 58, et ils se sont acharnés sur eux pour cela. Vous vous êtes alliés aux rebelles, aux Félagas, vous êtes... et ils ont torturé, il y a la liste Élie Gautron, Eliane Gautron et son mari à la ville assassinée, d'autres encore, on peut les citer. Oui. Moi, j'ai envie de citer également, Monsieur Mohamed El-Bah, si vous le permettez, Oui. ceux qui étaient les artisans, justement, qui étaient à l'origine de l'organisation de cette grève des 8 jours. Donc, les membres du comité d'exécution et de, comment on dit, CCE. le CCE, bien sûr, Coordination de et coordination et d'exécution, donc, et qui étaient à l'origine un petit peu de l'organisation de cet appel lancé au peuple algérien pour prouver, justement, son adhésion totale à cette guerre de libération. Ces artisans ont le mérite d'avoir bien organisé les choses à partir du moment où la session de l'ONU cette année-là avait été reportée 2 fois. Donc c'est dire un petit peu le sens de l'organisation au sein de cette structure. Oui, c'était des militants aguerris. Ils n'étaient pas très connus pendant la période coloniale parce qu'ils militaient dans la clandestinité. Mais concernant l'adhésion de la population musulmane, il faut prendre le terme, elle ne pouvait qu'adhérer à la lutte pour l'indépendance parce que c'est là où ils se sont trompés. Ils ne pouvaient pas accepter un régime de terreur, un régime où ils étaient humiliés, où ils étaient considérés comme des non-êtres. Ce n'était pas possible. Alors quand on dit, bon, la population n'a pas adhéré, elle a adhéré à l'idée d'indépendance, la volonté d'indépendance. Bien sûr, au plan organisationnel, il y a des niveaux. Il y a des militants aguerris, il y a d'autres qui suivent. En tout cas, ils ont le mérite d'avoir quand même amené jusqu'au bout cette grève des 8 jours qui a été percutante au niveau justement international et malgré un report sur 2 étapes de cette session de l'ONU qui a eu lieu quand même le 6 février cette année-là. L'ONU, pour eux, à l'époque, c'était qu'une tribune. Il faut dire qu'ils ne comptaient pas sur une condamnation en 1957, une condamnation de la France, parce que la France avait des alliés, et la déclaration de Guy Mollet, sa déclaration pour faire peur aux Occidentaux, il leur disait, bon, c'est une rébellion dirigée par le communisme international. Il suffisait de dire cela pour qu'il ait des alliés. Mais la question algérienne a été, c'est-à-dire que la France voulait que ce soit à l'intérieur, silencieux, mais là, ça a retenti à l'international. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed El-Bah. Et bien sûr, l'histoire a continué. Nous avons pu recouvrir notre liberté, notre dignité grâce à ces militants et à ces hommes et ces femmes qui se sont mobilisés. Ces sacrifices. Oui, ces commerçants, ces travailleurs qui étaient en masse. En tout cas, on reviendra encore et encore avec vous pour parler de rendre hommage à ces militants de la première heure. Inch'Allah, les prochains rendez-vous. En tout cas, ils nous ont... Oui, merci. Oui, je vous dis, il y a d'autres certainement. dates on attend avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, ça nous a permis de jouir de notre pays de fort belle manière depuis notre indépendance. L'Algérien donc peut circuler, peut découvrir la beauté de son pays. Et c'est ce qu'essaye de faire aussi notre reporter Kamel Suvig en allant sur les pas des Touaregs, à Djanet en l'occurrence, en compagnie d'un groupe de touristes. Voici un petit peu son compte rendu de cette
d'avoir croisé des profils singuliers, content d'avoir échangé des sourires sincères. Nous avons croisé des défilés de 4x4 et nous avons eu une pensée pour l'écosystème fragile du Tassili Najer. Nous avons ramassé des sacs en plastique, des déchets abandonnés par certains imprudents. Nous avons fait des haltes, connu l'imprévu du désert, dégagé des 4x4 de l'ensablement, réparé des pannes, remplacé des roues. Et pendant tout ce temps-là, tout le monde a gardé son calme et sa bonne humeur. Elle a fait la malice parce qu'elle va avoir sa danse dans Canal Algérie. Par moments, nous étions essoufflés pour partager avec vous les plus belles images de cette aventure. À l'idée de dire justement que Djanet est vraiment le plus bel endroit de notre pays. Djanet vraiment qui est ce désert, l'un des plus beaux au monde et qui regorge de trésors. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'art après justement cette halte hautement culturelle qui aussi a parlé à sa manière d'art rupestre. Aujourd'hui, on va inviter à la parole, inviter à participer justement au débat notre artiste du jour. Il s'agit de Oussama, donc Selami, bienvenue. Bonjour. Oussama, ça vous inspire, j'imagine, le désert, la beauté des paysages? Oui, bien sûr. Oui, vous voyagez souvent? Oui. Il vous arrive de voyager? Oui. En tout cas, vous voyagez assez souvent pour des expositions. Vous participez à des rencontres internationales avec justement vos beaux objets en céramique. Oui. Votre dernière participation, vous pouvez parler, hein, quand même. Vous pouvez parler, Bon, donc عندي 14 سنة في الخدمة هذه. فهمتيني. درت كورس سوبيريور تاع لي بوزار. و كيما يقول لك لا سيراميك سما رانا مولا ميتي ورانا نخدموا فهمتيني كيفاش. Vous êtes passionné, يعني انت vraiment حبيت la céramique à l'âge de 16 ans نقولوا بديت. l'âge de 16 ans, c'était juste 15 ans. 15 عام déjà. 15 سنة بديت في لا سيراميك. Très bien. كيف حتى لقيت روحك في لا سيراميك؟ En général يروحوا des métiers beaucoup plus techniques les hommes. أنا كي كنت نقرا كنت نديسيني نديسيني هكا في الكلاس هكذايا مع البروف قالت لي انت تاخذ راي قالت لي روح دير لار خير حتى لي بوزار ولا كاش دير كستاج ولا خير. Très bien. Oussama Selami, donc conseillé par ses enseignants, s'est lancé un petit peu dans une carrière artistique. Il a choisi par la suite un support pas très facile, la céramique, ماشي سهلة. Bien sûr ماشي سهلة، ماشي سهلة. البروبليم هنا في الجزائر لا ماتير بريمير ما كاش. D'accord. ما كاش لا ماتير بريمير. C'est-à-dire l'argile et pourtant les terres sont partout hein. الارجيل بلونش هذه احنا نجيبوها في لامبورطاسيون. Oui, تجيب لي اسبان هنا ما كاش. كاين طيل الحمراء هنا معروفة تاع تيزي والزو الاخر.
لاجين البيضاء هذه علاش الخدمه تاعها واعره كي تدخل في الفور. داكور. عندك الفور واعر كي تدخل في الفور فيها بزاف الريسك فيها بزاف كذا. من داك نقول ان بو بلو فان ان بو بلو ليجي اوسي. هي خفيفه على هي خفيفه لازم لي ماياج كيكون هي الصح كاع الخدمه هذه سي لي ماياج. كي تيماي السلعه. علاش كي تيماي لوبجي تاعك من داك تدخليه الفور يعاود يخرج شغل من داك يتكسر من داك يدوب من داك سا ديبونس. وكي يتكسر لك واش دير؟ قلبي يحبس. ماشي واحد يتعب فهمتيني. بيان سور نكري دي زور دي زور دو ترافاي. نكري الموتيف تاعي وزيد ثاني كندير التور تاعي ونكري الموتيف تاعي وزيد البونساج ديال الديسان تاعك ومنه وكذا ما تجي لا كولور تاعك ونيماياج دخلي الفور يخرج تكسر لك شغل ما فهمتيني كيفاش. وانا نورمالمون هنا الدوله تاعنا تعاوننا شويه نورمال الارتيزانا تعطي لها شغل. ما احنا رانا كيما يقولوا تاع بلاد داخله في السياحه وداخله في كيما يقولوا في اللغه نورمالمون هذه يعطوا لها شويه فهمتيني كيفاش. نورمالمون يشوفوا فينا شويه هذا احنا نطلبوا منهم لا ماتير بريمير هذا ما كان. هذه هي لا ماتير بريمير بك هذا ما كان. Oui, la matière première est difficile d'acquisition mais aussi bon. Ce n'est pas facile aussi d'avoir un espace, il faut de l'aide au niveau de l'acquisition d'un espace, de l'acquisition des fours. Le matériel aussi n'est pas facile à acquérir. Bien sûr, oui. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce que vous êtes passé par exemple par un projet d'enseigne, des choses comme ça, ou est-ce que c'est votre travail qui a financé un peu le projet? خدمة تجيب شوفي ما نكذبش عليك خدمة تجيب الخدمة. خدمة تجيب الخدمة باسكو علاش تخدمي طابلو ماذا تبيعيه ماذا يجيبش طابلوات ما تشطابلوات 5 طابلوات فهمتيني كيفاش هكذا الخدمة فهمتيني شغل درجة بدرجة كيما نقولوا. واليوم عندك لاتوليي ديالك عندك فريمون ان اسباس تاعك وين فريمون تخدم عندك اللي يخدموا معاك. لا ما كاش يخدموا معايا. انا ماذا بيا اللي جا نعلم ماذا بيا اللي جا نفورمي اللي جا ماذا بيا كيما فورماوني انا نفورمي اللي جا ماذا بيا بصح اللي جا تاع دوكا ما يتعلموش. وي شكون لو سيراميست فريمون اللي تحب الخدمه ديالو اللي تبعت يعني رحت على لي تراس ديالو؟ كاين حداوي. Très bien. Boumehdi, non, c'est pas vraiment. Boumehdi, لا Boumehdi في الكاروتيري. Boumehdi في الكاروتيري كما يقولوا الديزاين تاع لا كاسبا تاع. Tout à fait. Boumehdi في الكاروتيري. صح الداوي عنده شغل ما انا شغل رحت المودرن فهمتيني كيفاش بدلت ستيل تاع الخدمه قاعدتك كنت نخدم ارابيس نخدم بربر شغل ستيل تراديسيونيل تاع اللي كان بدلت انا ستيل قاعدتك كل واحد والستيل تاعو فهمتيني كيفاش. Oui, là vous nous avez amené 2 très belles assiettes. Vraiment, j'aime bien les nuances, les couleurs, ce mariage de rouge et de bleu. Il y a toujours eu ce mariage de rouge et de bleu, mais vous avez un petit peu donné des ombres. Des ombres avec du jaune, c'est excellent. Non, هاد لي موتيف هادوما تاع لي موتيف ايرانيان تاع ايران شغل هما عندهم خدمه يعيطوا لها قاطع مقطوع فهمتيني كيفاش شغل انا شغل رحت للستيل تاعهم الستيل تاعهم يعجبني في. Mais c'est vrai que ça donne un peu de raffinement. Moi, celui qui me fait face, je le trouve d'une grande finesse et même, c'est-à-dire vous avez joué sur l'oblique, les motifs là qui sont autour de l'assiette. عطيت لهم واحد لوبليك هكا qui est très beau qui a beaucoup de charme. يبدل الستيل يبدل الستيل. Vous n'êtes pas dans la symétrie هذيك aveugle. ماكش vraiment تخدم la symétrie complètement. C'est très beau vraiment. C'est très beau. Et donc, depuis l'âge de 16 ans, vous vous êtes mis à travailler avec la céramique. Et aujourd'hui, vous êtes connu quand même. Vous êtes membre de la Chambre de l'artisanat, très sollicité. Souvent, on vous fait appel pour des expositions. La plus récente, c'était quand? Ou que la dernière? La dernière, كانت في لوجيتية تاع شامونيف. Très bien. اللي كان فيها لو مينيستر دو ترافاي كان فيها لو ديريكتور تاع لوجيتية سيدي السعيد و الدوزيام كانت في شيراتون اللي كانوا فيها شغل لي زوم دافير تاع D'accord, une rencontre d'hommes d'affaires. Bien sûr. Ils étaient attirés par l'art ou pas les hommes d'affaires تاعنا قول لي. لا عجبتهم الخدمة. يحبوكم. عجبتهم الخدمة بيسك الارتيزانا يحبوها كاع الناس فهمتيني كي تكون حاجة شابة وحاجة شغل حاجة متحوفة وحاجة كذا شغل يحبوها الناس. Très bien. فهمتيني كيفاش سما الخدمة هي اللي تهضر ماشي. Oui. Et bientôt راح تهضر الخدمة تاعك à l'étranger puisque vous préparez un départ. بريباري في افريل لو 15 في افريل في تونس. بونك تونس معروفة بالارتيزانا لازم احنا نبدلوا شوية تونس. Il faut se démarquer. تونس معروفة بالارتيزانا راح نبدل ستيل قاعدتك باش ما نكونش مع فهمتيني. ولا دوزيام راح تكون كي نعاود نولي من تونس فيغ لو 28 لو 29 افريل في لا بولون.
Très bien. راح يكونوا ثلاثة. رايحين ثلاثة. 3 expositions. Enfin voilà au niveau. وكاينة تاع مارس كاينة اللي قبل. Oui. كاينة تاع مارس تاع الانترناسيونال أي معروفة تاع الصافكس. Très bien, la rencontre internationale autour de l'artisanat et on vous reverra à cette occasion à Alger, Inch'Allah, dans cette belle exposition. Merci beaucoup donc Oussama Selami de nous avoir permis de découvrir un peu votre travail ce matin dans Bonjour d'Algérie et bon vent et bon courage pour les prochaines expositions, Inch'Allah, et aussi pour le travail que vous effectuez au quotidien dans votre atelier. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, pour finir cette émission, je tiens à présenter mes sincères condoléances au nom de toute l'équipe de Canal Algérie et puis annoncer pour ceux qui ne le savent pas encore la disparition de M. Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel, à l'âge de 76 ans. Donc il nous a quittés et il sera inhumé aujourd'hui. Donc plus de détails tout à l'heure au journal de midi. Donc d'ici là, passez une excellente journée, mesdames, messieurs. Et je vous retrouve dès demain 8h pour le meilleur de l'actualité en matinée et les invités de la matinale dans Bonjour d'Algérie.